Bonjour, Eric Ghetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale, tous les jours de lundi à vendredi, de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes en direct de la maison de la radio, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité, les sujets tels que traités par les rédactions. On a 5 rédactions quand même à visiter ce matin. Vous saurez tous des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est quelle date déjà? Le 18 décembre 2017. Merci de nous suivre sur la radio. Vous écoutez Taxi Media Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter ce matin: le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Courrier de la République, le bi-hebdomadaire Togo Matin, le bimensuel Arakiri et le site togomedia24.com. À suivre aussi la chronique de notre professeur. Ce matin, professeur Cyr nous aidera à nettoyer quelques emplois fautifs. Dans un peu plus de 3/4 d'heure, vous l'aurez donc avec nous. Nous l'aurons avec vous pour que vous nous suivez. Et puis nous parlerons également du football avec la journée de championnat ce week-end. Nous parlerons également du transport routier avec un invité ce matin. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Taxi FM. Le monde en une radio. Et nous avons notre première rédaction qui est en train d'être préparée. Mais avant, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui est dans les kiosques ce matin. Nouvelle Opinion revient sur le 52e sommet de la CEDEAO à Abuja. La conférence, satisfaction ou satisfaite donc des efforts consentis par le Togo. Le dialogue inclusif de nouveau recommandé pour résoudre la crise, écrit le journal Nouvelle Opinion. Vous lirez l'article dans le journal bien sûr. Et puis au sujet de sa candidature de 2020 face à Jeune Afrique, Faure Gnassingbé, pragmatique, limpide et efficace et concret, note notre confrère. Le journal qui revient également sur le dialogue politique sur fond d'incohérence dans les propos des leaders de l'opposition. Fabre utilise la fibre de division pour saper les efforts du pouvoir. Vous lirez l'article dans le journal. Juste encore un mot sur l'assistance aux victimes des manifestations politiques du 5 octobre 2017. Les responsables du CJD jouent leur partition, note le confrère. Nouvelle Opinion. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est celle du journal Liberté. Nous avons au téléphone le directeur de publication Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Alors, Médard, merci de nous avoir rejoints. Ce matin, vous revenez sur le sommet de la CEDEAO à Abuja. La situation politique au Togo évoquée par les chefs d'État de la sous-région. Oui, et le Togo était samedi sous le projecteur, tant sur le plan interne qu'à l'extérieur. Et cette journée a connu à Lomé une mobilisation record des populations qui étaient descendues en masse dans les rues pour exiger la tenance au pouvoir. Et au même moment, se tenait à Abuja, au Nigeria, le 32e sommet de la CEDEAO. Et cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement devrait normalement se tenir à Lomé, puisque c'est notre pays qui assure actuellement la présidence, mais a dû être délocalisé à cause de la crise politique qui traverse notre pays. Et justement, la crise a été évoquée lors de ce sommet. Oui. Et nous estimons que si les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont contentés dans la déclaration finale d'exprimer leurs préoccupations sur la situation dans notre pays, alors que les Togolais attendaient des décisions fermes de leur part, il y a néanmoins une décision forte qui a été prise lors de ce sommet et c'est le remplacement de Marcel de Souza, le beau-frère de à la tête de la commission de la CEDEAO. Et nous pensons que c'est un soutien de taille
que Fognasindia a perdu et que cette décision pourrait donner plus de marge de manœuvre à la CEDEAO sur le dossier togolais. Et puis, vous parlez ce matin aussi de cette marée humaine dans les rues de Lomé samedi. Les Togolais toujours déterminés à arracher l'alternance démocratique. On va évoquer maintenant le dossier. Le dossier, c'est l'acte 2, lié donc à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. La Cour des comptes qui met à nu, Médard, les manœuvres de détournement d'Aboka et ses amis. Oui, il y a une semaine, nous concentrions un dossier sur la délégation spéciale de la préfecture du Golfe avec les détournements, les surfacturations et autres corruptions qui ont cours. Et cette fois, c'est la Cour des comptes qui corrobore ce que nous avons écrit en révélant dans un rapport qui vient de publier sur son site les détournements et manifestations ainsi que des dysfonctionnements monstres à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Le rapport couvre la période de 2009 à 2015 et a été bouclé en janvier 2017. Et les documents révèlent par exemple que sur certaines factures, des dépenses concernent des mêmes objets dont la nécessité paraît invraisemblable et que parfois la destination des acquisitions ou travaux n'est pas précisée sur les devis et bons de travail, ou encore que la quantité des articles n'est pas indiquée. Oui. Et on lit également dans le rapport que le registre des délibérations qui constitue la mémoire du conseil de la préfecture n'existe pas. Et il en est de même pour le registre des commandes. Il a également mentionné que le président et ses amis s'offrent des indemnités et primes qui ne sont pas prévues. Et la Cour des comptes a aussi noté des surfacturations et une quantité incalculable de surfacturation. Et bref, il y a d'énormes anomalies et dysfonctionnements à la délégation spéciale. Et les détails sont à découvrir dans le journal. Bien sûr, on lira les détails dans le journal, puisque ce matin, vous relevez également un versement de primes non prévues, paiement de travaux fictifs, réception et paiement des travaux inachevés. On lira tout cela dans l'acte 2 du dossier lié donc à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. L'autre sujet, c'est une enquête que vous publiez ce matin, Médard. C'est par rapport donc à ce que vous qualifiez d'esclavagisme des temps modernes. Des jeunes Togolais pris en otage en Côte d'Ivoire par un réseau mafieux sous la bannière de CNET. Qu'est-ce que c'est? Oui, le CNET en fait est une entreprise de vente de produits censés améliorer la qualité de vie. Et ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs à travers une plateforme de commerce électronique. Et l'entreprise est établie en Asie, notamment à Hong Kong. Mais il y a un réseau d'escrocs qui s'est constitué autour de ce fameux CNET en Côte d'Ivoire avec des ramifications à Lomé et qui en arque les gens en leur promettant un avenir radieux ou de faire des millionnaires. Et une centaine de nos compatriotes sont ainsi tombés dans le piège de ces escrocs. Et en fait, les membres du réseau sont très rodés et arrivent à convaincre facilement leurs interlocuteurs, surtout des jeunes sans emploi qui se laissent emballer. Et le siège du CNET se trouve à Yopougon, à Abidjan. Et pour pouvoir partir à Abidjan, chaque candidat à l'aventure doit débourser 500 000 francs et avec la promesse de leur trouver en un temps record des emplois de leur choix et gracieusement rémunérés et qui leur permettront de devenir ainsi millionnaires. Et une fois arrivés à Yopougon, certains membres du réseau sont préparés pour faire croire aux nouveaux venus que leur vie a changé à cause de ce CNET-là. Et l'un de nos journalistes, lors d'un récent séjour à Abidjan, s'est glissé dans le réseau
D'accord. Et il rapporte dans ce reportage ce qu'il a vu et vécu. Et nous avons aussi le témoignage d'un compatriote victime de ce réseau d'escrocs. Et l'enquête est allée dans le journal. On lira tout cela dans votre journal Le Quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Notre deuxième rédaction ce matin, c'est le magazine satirique Harakiri qui est dans le kiosque ce matin. Bonjour, Olivier Adia. Bonjour, citoyen d'État Eric Gator. Et bonjour à tous vos visiteurs et qui sont à l'écoute. Alors, ce matin, vous l'aurez d'abord sur le cas de Faure Gnassingbé, lui qui promet un dialogue avec l'opposition, mais rien n'exclut pas de se représenter en 2020. Oui, effectivement, c'est l'information qui fait la une de l'actualité aujourd'hui et qui sera certainement la une de l'actualité durant toute cette semaine. Bien sûr. Vous savez, dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique et qui a paru dimanche dernier, c'est-à-dire hier, oui. Le président de la République, Faure Gnassingbé, tout en acceptant d'ouvrir très rapidement un dialogue avec l'opposition, n'abandonne pas quand même l'idée de se représenter en 2020. Et j'espère que vous aussi, Eric, vous avez eu donc à connaître de cette interview. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, la question de savoir quelle est sa position sur la demande de l'opposition de limiter le nombre de mandats présidentiels à au plus 2 avec effet rétroactif. Et Faure Gnassingbé répond que les constitutions ne disposent que pour l'avenir et non pour le passé. Et pour 2020, il dit ne pas encore se situer dans cette perspective. Le temps nous dira ou nous donnera donc, le temps nous situera donc sur ce qui va se passer en 2020. Mais les analystes donc voient derrière cette interview, cette réponse, une envie, pourquoi pas, du chef de l'État de se représenter en 2020. Surtout que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Constitution ne lui interdit guère de se représenter donc pour un 4e mandat, et là où nous sommes actuellement. D'accord. D'ailleurs, ce matin, nous avons proposé quelques séquences à nos auditeurs, puisque le chef de l'État, au plan interne, ne parle presque jamais. Absolument. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, l'autre sujet que vous développez dans Harakiri, Olivier, c'est par rapport donc à la présence sur le marché togolais de boissons KO Énergie, qui sont des boissons périmées depuis 2015. Et finalement, c'est un poison dangereux, il faut le dire, pour la santé des consommateurs, mais vendu par des opérateurs véreux et sans conscience, on va dire. Absolument, et cher ami Eric, vous savez, le danger, c'est ce que les consommateurs courent en achetant des produits qui peuvent leur créer des ennuis et qui peuvent même les conduire vers la mort. Vous savez, ce qui sort de la bouche ou du ventre ne tue pas, mais c'est ce qui entre qui tue. Oui. Donc, et c'est pourquoi les États, donc nos pays devraient prendre le soin de contrôler, de vérifier, de faire un travail de police sur les marchés pour veiller à ce que les populations n'ingurgitent pas des produits néfastes, les produits dangereux pour la santé. C'est aussi une question de santé publique parce que lorsque ces produits créent des maladies aux populations, l'État est obligé d'investir des milliards dans des projets, dans des programmes de prise en charge des malades ou de lutte contre ces maladies. On ne peut citer les cancers que nous vivons aujourd'hui et que nous ne connaissions pas il y a quelques 50 ans ou 20 ans en arrière. Donc, le fait exact, c'est qu'il y a quelques mois, des consommateurs togolais se plaignent de la présence sur le marché de produits KO et qui ont la mention 2015 comme date de péremption. Et toucher ou bien contacter le distributeur avance le fait qu'il s'agit d'une erreur lors de la production de ces produits.
que la machine voulait inscrire 2019, mais que c'est une erreur. Vous comprenez? C'est ahurissant en fait. Oui, bien sûr. Et que j'ai eu une erreur qui a fait que la machine a inscrit 2015 et l'erreur donc voilà a été constatée par les services compétents du pays qui ont livré des papiers à ces importateurs pour écouler son chaos et que moi je dirais, je qualifie de périmé donc sur le marché togolais et que les gens consomment allègrement. Vous comprenez? Donc on se pose plusieurs questions parce que dans les usines, dans les grandes usines, là où on fabrique ces produits, il y a des contrôles minutieux à chaque étape de la production. Et lorsqu'il y a une erreur, l'erreur est en même temps corrigée dans l'usine avant de sortir. Et lorsque même l'erreur est laissée et sort de l'usine, les douanes que ces produits traversent doivent constater ces erreurs-là. Et la douane togolaise y compris. Donc, l'usine a fabriqué des millions de boîtes KO. Et je dis des millions, bien sûr, avec cette même erreur. Vous comprenez qu'on se moque des Togolais. Et ce dossier est si, comment il est si croustillant, cache des magouilles au niveau même de nos services compétents pour le contrôle des produits que nous ingurgitons, que nous invitons le lecteur à acheter à racheter ce matin pour être informé de ce qui se passe. Oui. Et surtout, en cette période de fin d'année, les gens, les opérateurs véreux et qui n'ont pas de conscience ni de foi, en tout cas, se permettent ces écarts et mettre sur le marché tout ce qui est périmé, tout ce qu'ils ont abandonné pour, en tout cas, nous escroquer. Parfait. Et surtout... Alors, nous, tout à l'heure, à 11h, nous reviendrons naturellement sur ce sujet parce qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement togolais a renseigné sur un autre cas, les laits également qui sont pas bons à consommer. Alors, l'autre sujet à évoquer très rapidement avec vous, Olivier, c'est par rapport au showbiz. Almok, Olbig, Ethan, Fofo, Shalom, Mastajas, désormais des hommes et femmes au foyer. Ah oui, vous savez, bon, Arakiri, il faut toujours le préciser, c'est un journal de faits divers et d'humour. Mais ici, ce n'est pas un fait divers ni de l'humour, c'est d'une réalité. Et on dirait que cette année 2017, nos artistes ont été piqués par Cupidon. Et puisque les mariages se multiplient à une série, à une cascade, donc quand on se demande qu'est-ce qui se passe. Et tous les artistes que vous avez cités, Mastajas, Olivier, etc., donc sont devenus des hommes et femmes au foyer. Je veux parler d'Almok Kouti qui s'est fait mise, la bague au doigt. Et nous revenons sur le sujet et nous leur souhaitons que du meilleur et qu'ils vivent heureux et qu'ils aient plein de mioches. Mais aussi, nous nous posons la question de savoir ces hommes et femmes du showbiz qui ont l'habitude de se frotter à d'autres hommes et femmes sous d'autres cieux pourront tenir leurs promesses de fidélité à leurs compagnes et à leurs compagnons. Ça, c'est de wait and see. Très bien. Olivier Adia, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, c'est un plaisir et je vous souhaite une très bonne journée de travail à vous et à tous vos auditeurs. Allez, bonne journée à vous également. Taxi FM, priorité au direct. Nous avons au téléphone le patron de ce journal, Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Eric. Et bonjour à tous les passagers et passagères de notre sympa taxi. Merci de nous avoir rejoints, Tchakala. Vous aussi, vous revenez sur le cas du président de la République, Faure Gnassingbé. Enfin, le président parle. Faure à cœur ouvert avec Jeune Afrique, la crise, le PNP, le dialogue et la présidentielle de 2020. Afin de pouvoir simplement dur à cure, c'est ce que vous écrivez. J'y suis et j'y reste. Oui. Depuis le 19 août dernier, date à laquelle le PNP a lancé de grandes manifestations publiques dans le pays. Et c'est la toute première fois que le chef de l'État s'est abondamment exprimé. C'est à travers les colonnes de Jeune Afrique. Et tous les sujets ont été abordés, la crise elle-même, le parti qui a enclenché cette crise, c'est-à-dire le PNP, et la
présidentielle prochaine, c'est qu'aucun sujet n'a été mis sous le témoin. Tout a été dit. Et c'est un président apparemment décontracté, c'est un président apparemment qui maîtrise la situation qu'on a vu s'exprimer. C'est qu'on ne sent pas une certaine frustration en lui, il est serein, c'est comme, enfin, l'orage vient de passer et que, bon, c'est en posture de celui-là qui est une certaine situation qu'il s'est exprimé. Donc, une provocation, certains peuvent le voir ainsi, et s'agissant maintenant du PNP, tout ce que les gens disaient sur ce parti, le président de la République l'a dit très haut. Bon, ce parti, on l'assimile à un parti djihadiste parce que ça a été presque tout dit dans cette interview. S'agissant du futur du pays, le président, parlant du dialogue, le veut inclusif. Et tout porte à croire que le président aussi met les bouchées doubles pour que la situation redevienne sous contrôle entier. Donc, c'est un président qui, entre-temps, était qualifié de président très sobre dans les interviews qu'il donne et qui s'est épanché comme il ne l'a jamais fait dans les colonnes de Jeune Afrique. Mais ce qui est aussi regrettable, que ce soit un journal étranger que le président ait choisi pour faire part de ses préoccupations dans ces colonnes. Parce que, entre-temps, au début de cette crise, le même journal Jeune Afrique avait parlé de notre crise et vous voyez tous les jets de pierre que ce journal a essuyé. Mais, curieusement, on retourne encore vers ce Jeune Afrique pour peut-être dire ce qui couvre dans le pays. Et moi, j'ai trouvé ça un peu triste, mais je crois que tous ceux-là qui se posaient des questions sur le président de la République, sur ses réelles intentions, et quant à un futur ou éventuel départ en 2020, ne se poseront plus de questions puisqu'il a tout dit là-dessus en disant que une constitution, des réformes, ça dispose pour le passé, le futur et non pour le passé. Je crois que tout a été dit. C'est un président de la République qui semble un peu maître de la situation qui a livré ses impressions. D'accord, très bien. Écoutez, tout à l'heure, nous passerons quelques passages de l'interview accordée par le chef de l'État à Jeune Afrique. Quelque part, il dit « Une poignée d'imams radicaux a tenté d'enflammer les esprits en appelant au djihad contre l'armée. » Nous, on reviendra sur le sujet. Alors, l'autre sujet que vous développez dans votre colonne ce matin, c'est par rapport à un homme sur les traces d'un grand manager, José Simenou, le digne disciple de Gervais Diondo. C'est ce que vous écrivez. Oui, c'est un monsieur très dense. Nous avons quand même posé nos projecteurs sur sa personne. Il faut l'approcher pour savoir que ce monsieur a de très grandes ambitions pour le pays, pour les affaires dans le pays. Et il a occupé de très grands postes. Entre-temps, le président des grandes entreprises du Togo. Et l'année passée, en décembre, dans le même mois, il a annoncé qu'il quittait la tête de NCA Togo. Et ce fut comme un tsunami. Les gens qui l'ont connu travailler dans le domaine des assurances se disaient « Ah tiens, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Mais la réponse ne s'est pas fait attendre. Et quelque temps après, il lançait quand même la protectrice, qui se veut une structure qui va peut-être s'implanter dans plusieurs pays, comme Askai et comme Ecobank. Et M. Simenou aussi veut que la protectrice soit une structure de courtage et de gestion et de tampon entre les assurés et les agences et les structures d'assurance. Donc je crois que c'est un homme qui a de très grandes ambitions, en créant aussi SLD, qui est un institut universitaire dans notre pays. Ce monsieur, en 3 ans, a fait de très grandes réalisations et son institut peut se targuer aujourd'hui de jouer dans la très sélecte cour des grands qui forment des jeunes dans le pays. Et vous voyez, c'est pas fortuit quand le dense et le considérable Gervais Diondo a accepté être le président d'honneur de ce pays.
Et c'est dans un grand hôtel de la capitale que cette consécration s'est faite. Donc c'est un monsieur qui, dans le sens des affaires, est un génie. Et quand vous lui poserez la question qui est son idole, il n'hésiterait pas à vous dire que c'est monsieur John Doe. Donc il est un illustre disciple de John Doe et il ne se donne pas de retenue pour s'afficher comme tel. Donc, je crois que à travers cet article, les gens verront tout le talent, toutes les ambitions et tout les désirs que ce monsieur a pour la relance des activités dans le pays. Alors, l'autre sujet, le dernier qu'on va développer avec vous, c'est par rapport donc à la route régionale Notien-Tongu frontière Bénin. Que d'amalgame s'exclamez-vous? Que se passe-t-il encore, Chakala? Non, je crois que depuis la dernière visite de chantier que le maître d'ouvrage, qui n'est autre que le ministère des Infrastructures, a fait sur ce chantier, et beaucoup de gens se sont lancés dans certains trucs, dans des invectives, dans des amalgames impardonnables. C'est vrai, au début, on n'a pas remis les 2 lots qui étaient en souffrance à l'entreprise mine de Nightson pour le plaisir de le faire. Au début, c'était un groupement d'entreprises qui avait pour objet de donner sens à ce taxe-là qu'on voudrait construire. C'est vrai. Et certains problèmes ont miné la situation en interne à certaines entreprises au point où ils n'ont pas pu enclencher la bonne dynamique sur leurs lots respectifs. Maintenant, cette entreprise qui s'est illustrée positivement en faisant comme il se doit son travail, a tapé dans l'œil naturellement du maître d'ouvrage qui a voulu peut-être concéder les 2 autres lots à chose. Monsieur Sossou n'est pas allé supplier qui que ce soit. Non, bon, après avoir fini ma part, je voudrais quand même aussi me lancer chose. Donc c'est au regard d'une certaine situation qui prévalait sur les 2 lots que, bon, cette décision courageuse a été prise. Mais quand vous voyez des gens se lancer dans des conjonctures, ça fait un peu triste. Et au-delà de ça, certains pensent que l'entreprise mine de Naïsoun fait le travail suivant ses désirs, suivant ses humeurs. C'est tout faux. Il y a des bureaux de compte qui assistent à ce qui se fait avec une certaine rigueur de faire comme bon vous savez. Donc tous ceux-là qui sont en train de se lancer dans des conjonctures, dans des trucs qui n'ont pas ma foi de sens, sont en train de le faire pour leur propre ressentiment, pour peut-être jeter un certain discrédit qui n'a pas sa raison d'être sur une entreprise quand même qui est en train de faire du bon travail. Donc aujourd'hui, à plus de 70% d'avancée du travail, on ne peut pas dire que l'entreprise Mid-Nason n'est pas en train de remplir comme il se doit son cahier de charge vis-à-vis du maître d'ouvrage. On laisse les choses se dérouler normalement. Mieux, cette entreprise va peut-être se donner cette grande hauteur et cette responsabilité-là de mener à bien ce chantier. Mais de toutes les façons, quoi que les gens diront, je crois que cela ne serait pas un motif qui va retarder et qui va freiner l'élan de migration sur ce tronçon et Notien et Tongu frontière Bénin. On aura le temps de revenir sur ce sujet. Merci beaucoup à Chakala Alerou. Merci et bon début de semaine à toi et bonne écoute à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous. Merci bien. Taxi Média Show. Alors, notre prochaine rédaction, c'est Togo Média avec Dieudonné Korolakina qui est déjà au téléphone. Je signale que tout à l'heure, notre invité sera Monsieur Tchokosi Badawaso, qui est le chef division administrative de comptabilité de la direction des transports routiers et ferroviaires. Nous reviendrons sur les aménagements qu'apporte ce service-là aux populations. Nous reviendrons sur le sujet. Dieudonné, bonjour Dieudonné. Bonjour très cher Eric, bonjour fidèles auditrices et bonjour fidèles auditeurs.
auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Dieudonné Kololakina. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur cette sortie du président de la République, Faure Gnassingbé qui se prononce. Et le morceau que vous choisissez ce matin, à la une de votre journal, il dit « Les constitutions disposent pour l'avenir et non pour le passé ». Tout à fait. C'est une phrase très importante donc de l'interview que le président de la République vient d'accorder au magazine Jeune Afrique, oui. L'hebdomadaire Jeune Afrique, donc sorti depuis hier. Et c'est d'ailleurs, comme on peut se douter, une phrase d'ailleurs qui fait le chou gras sur les réseaux sociaux, et nous imaginons donc que c'est une phrase qui va faire objet de beaucoup de commentaires. Et ben c'est une phrase qui nous intéresse à plusieurs titres, parce que effectivement juridiquement c'est une phrase qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et tout le débat juridique qui alimente ou qui donne de l'essence au débat politique ou qui fonde même la crise togolaise depuis plusieurs mois. Donc le débat scientifique, l'aspect scientifique du débat ne démontrait pas. Puisque même quand on va plus loin dans l'interview, justement, pour plus de précision, le chef de l'État dit clairement: ne mélangeons pas les sphères politiques et juridiques. Les constitutions disposent donc pour l'avenir, non pour le passé. Donc il faut le marteler, il faut le rappeler. Effectivement, vous savez, cette question, cette importante question togolaise, donc fondée sur ces agitations qui ont 4 mois aujourd'hui. Oui. Depuis donc ces agitations, tous les Togolais demandent au chef de l'État de prendre la parole, et nous estimons que cette interview vaut quasiment une sortie du chef de l'État. Et attendons de voir tous les faits que cela fera. Bien sûr. Mais nous estimons pour notre part que peut-être cette sortie n'est pas encore, en tout cas ne suffit pas pour conduire tout de suite au dialogue. Le dialogue auquel le chef de l'État lui-même appelle dans l'interview, et espère ou souhaite inclusif, avec même des partis extra-parlementaires. Attendons de voir toutes les réactions que donc cette interview va susciter. Surtout au niveau de la classe politique de l'opposition, de la coalition des 14 qui semble ne pas voir les choses de la même manière que le parti au pouvoir pour le moment. En tout cas, on lira votre article à la page 3 de votre journal Togo Matin dans le kiosque donc ce matin. Vous revenez également sur la 52e session de la CEDEAO qui s'est tenue à Abuja ce week-end. L'adhésion du Maroc en attente, la nomination de Jean-Claude Brou à la tête de la commission qui passe finalement. Vous savez que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu donc effectivement son 52e sommet le week-end dernier à Abuja, dans la capitale nigérienne. Et naturellement, il y avait plusieurs questions très importantes, plusieurs questions d'actualité qui étaient donc à l'ordre du jour, mais à côté donc de ces questions d'actualité, notamment les questions liées aux défis sécuritaires de la sous-région, aux problèmes institutionnels et constitutionnels, à la crise qui secoue nombre de pays. Donc il y avait des questions quand même chocs qui étaient également au rendez-vous. Donc entre autres questions, l'adhésion du Maroc, une adhésion sur laquelle la communauté s'est prononcée favorable l'année dernière. Et donc il était question à cette session d'entériner, de donner le dernier cachet à cette adhésion. Mais
mais malheureusement, ça a été compliqué. Selon les indiscrétions rapportées d'ailleurs même par un nombre de rédactions importantes, entre autres RFI, eh bien, l'adhésion du Maroc n'est pas encore totalement bien appréciée par des poids lourds de l'économie de la sous-région ouest-africaine, entre autres donc le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, etc. Justement, les opérateurs économiques selon RFI de ces pays estiment justement que l'arrivée sur le marché ouest-africain du Maroc donc va constituer une concurrence très importante au point même d'écraser l'économie de ce pays. Donc l'adhésion du Maroc donc a été repoussée. Et puis l'autre information choc très attendue, c'était donc la nomination du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Bourou, le béninois Marcel de Souza, de plancher, nous le savons. Et il est remplacé effectivement par l'Ivoirien Jean-Claude Bourou, ce qui suscite d'ailleurs même beaucoup de controverses, et surtout entre le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire. Le Cap-Vert estimant effectivement que selon les dispositions, il lui revenait de prendre la tête de la commission, alors que la Côte d'Ivoire estime que le Cap-Vert n'était pas à jour de ses cotisations, donc ce qui ne lui permettait pas. En tout cas, voilà, deux informations choc importantes. On attendait à ce que l'adhésion du Maroc soit une question, en tout cas bien connue à partir de cette question, ce qui n'a pas été fait. Et puis donc la nomination de Jean-Claude Bourou, l'Ivoirien à la tête de la commission. Parfait. Voilà les deux informations à notre avis clés qui ont marqué ce sommet. D'accord. Alors, l'autre suivi rapidement, Dieudonné, cette fois, c'est par rapport donc à Kako Nubukpo. En réalité, vous parlez de Michael Jean qui s'est prononcé sur le sujet. A-t-elle besoin d'expliquer le cas Kako Nubukpo, Dieudonné? Vous savez que Michel Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, est en visite dans le Bénin voisin, chez nos voisins du Bénin. Et donc, alors, au cours d'une conférence de presse pendant son séjour, Michael Jean a estimé très très opportun de prendre la parole pour situer l'opinion africaine, voire internationale, donc sur la question du limogeage de notre compatriote, l'économiste Kako Nubukpo. Oui. Alors que, et justement, donc, dans les explications de Michael Jean, il disait que Kako Nubukpo a manqué à son devoir de réserve, justement, en prenant la parole sur la question du CFA, et en abordant la question du CFA, alors que le contrat qui le liait à l'organisation, lui, en tout cas, Kako Nubukpo était censé connaître l'obligation, le devoir de réserve, qui fait partie normalement du contrat qui le liait à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors nous, quand nous creusons bien ces propos, nous croyons que Michael Jean se fourvoie, elle se dévoile carrément. Parce que entre l'obligation de réserve et donc et l'obligation de discrétion professionnelle, il existe un creuset clair. Et d'ailleurs, même nous estimons que bien avant son arrivée à la direction de la francophonie numérique, Kako Nubukpo était bien connu comme un de ces intellectuels africains qu'on ne canalise pas, qu'on ne maîtrise pas, bien sûr, et qui n'ont même pas l'art de la diplomatie. Il n'y a pas ça dans la poche, comme on dit. Kako Nubukpo, ouvertement au cours d'une conférence à l'université, a dit des choses qui frôlaient l'incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Il n'y a pas besoin de revenir sur ces propos.
Kakonou Boupan, bien connu par le passé, n'est pas de ces intellectuels. Et puis, quand nous analysons bien les propos de Michael Jean, nous pensons que non, en fait, ces propos ne rétablissent pas l'erreur commise par l'Organisation internationale de la francophonie, parce que quand on évoque justement, l'obligation de réserve beaucoup plus du domaine justement de la limitation de liberté d'expression. L'obligation de réserve du domaine de la limitation et quand une secrétaire générale de l'OIF dit cela pour justifier un limogeage pour le moins surprenant. Ce n'est pas ce qui arrangerait l'erreur commise par l'Organisation internationale de la francophonie. D'accord. Cela appelle à plus de curiosité d'ailleurs. En tout cas, nous, on cherchera à comprendre en interrogeant Kakonou Boupan pour voir sa réaction par rapport à tout ceci. Écoutez, Dieudonné Korolakina, merci pour votre disponibilité ce matin. C'est nous plutôt qui vous remercions, cher Eric. Merci beaucoup. Très très bonne semaine à vous. Oui. Et semaine que nous estimons fructueuse et très bénéfique, étant donné que c'est la semaine qui ouvre sur Noël. Oui, bien sûr. Pour nos fidèles auditeurs et nos fidèles auditrices. Merci à vous, cher Eric. Très bien. Bonne journée, Dieudonné. Très bonne journée à vous. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Très très rapidement au téléphone avec nous, c'est celle du site togomedia24.com, un signal que nous avons déjà Aubin Koutélé sur l'autre ligne. Aubin, bonjour. Bonjour, c'est Eric. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, on va aller très très rapidement. Vous parlez d'abord de l'opposition togolaise. Je voudrais retrouver votre article. Voilà, l'opposition togolaise qui pourrait marcher le 25 décembre et le 1er janvier 2018, c'est ça? Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on a appris le samedi dernier lors de leur 20e marche. Vous savez, depuis le début des manifestations le 19 août, l'opposition n'a jamais cessé de continuer à marcher dans les rues de Lomé et de celle de l'intérieur. Donc hier, le samedi, à l'issue de la 20e marche, il y avait une question par rapport au fait qu'il y aura une probable marche le 25 et le 1er janvier. Vous savez, les manifestants, ils sont très déterminés à marcher n'importe quel jour. Alors, Madame Adjamagou Johnson, vous savez, c'est la secrétaire générale de CDPA. Oui. À la réponse, elle disait que ils n'ont pas le cœur, parce qu'ils n'ont pas le cœur à fêter, vu ce qui se passe au pays. Ah oui. Alors, il y aura probabilité, il y a une forte chance qu'ils puissent quand même marcher le 25. Donc, ils marcheront quand il le faut, a-t-elle affirmé. Sur le même sujet, le chef de file de l'opposition, monsieur Jean-Pierre Fabre, disait qu'ils vont quand même se réunir ce week-end et aujourd'hui ou demain, mardi, ils vont nous donner les nouvelles dates des marches. Donc, c'est à attendre à voir ce qui va se passer d'ici demain. D'accord, bon, c'est quand même curieux, puisque le 25 décembre c'est un lundi et le 1er aussi c'est un lundi. Bon, on verra bien. Alors l'autre sujet c'est le foot, le foot avec Koroki Metete de Tchamba qui prend finalement la tête du championnat de première division. Effectivement, hier s'était déroulé la 7e journée du championnat national de football de première division. À l'issue de la journée à l'issue de laquelle Koroki Metete de Tchamba a pris les rênes du championnat. Koroki recevait pour ce chapitre 7, il recevait Maranatha de Siopor qu'ils ont battu à domicile sur le score de 2 buts à 0. Donc le perdant de cette journée, vous savez, c'est l'Est-Europort qui était leader. L'Est-Europort étant en déplacement à Sokodé, s'est fait battre par Semassi qui prend la 2e place. Quelques résultats, si on peut donner rapidement, du côté de Agoy. Au stade municipal d'Agoy, c'est Dito et Ginti se sont séparés sur le score 2 buts partout. Et à Gomido, à Kalimé, Gomido a pris le dessus sur Espoir de Zio qui est toujours en chute libre. Mené à 3-0 du côté de Kara. La sauteur est revenu et a évité de juste la correction pour réduire le score jusqu'à 3-2. Voilà les quelques résultats et que
à l'issue de cette journée, Koroki prend la tête du championnat avec 17 points, suivi de Simassi 16 points, Togo Port 15, et sont les 3 premiers du championnat. Maintenant, au fond du classement, on retrouve Fouadan avec suivi de Ange, Espoir et Kotoko qui ferment la marche. Kotoko, hier Kotoko pouvait engranger sa toute première victoire, mais malheureusement, il menait au score et se sont fait battre à la fin par Asco de Sokodé, Asco de Kara, bien sûr. Donc, c'est le championnat qui se déroule normalement et nous sommes à la 7e journée. Voilà donc les résultats que les lecteurs peuvent lire sur le site Togo Média 24 encore. Bien sûr, et nous on en parlera tout à l'heure dans la chronique sportive. Merci beaucoup Aubin Koutélé. Merci Eric, et merci pour le travail abattu pour satisfaire les auditeurs. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Grand Eric. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher à l'heure, il sonne 7h presque 56 minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité ce matin, on le disait, c'est Tchokosi Badawasso, chef division administrative et comptabilité de la direction des transports routiers et ferroviaires, qui est avec nous ce matin en studio. Bonjour monsieur Tchokosi, approchez-vous un peu du micro s'il vous plaît. Bonjour monsieur Eric. Merci de nous avoir rejoints depuis quand même quelques jours d'informations font état de l'introduction d'un nouveau système informatique dans le processus d'immatriculation des véhicules d'occasion. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et nous dire les motivations de cette réforme en cours au niveau de votre service? Merci monsieur Eric. Grand merci à Taxi FM qui nous offre ce plateau pour discuter des réformes que la direction de transport routier et ferroviaire a entrepris il y a de cela 3 ans. Le système informatique à la direction de transport routier et ferroviaire a subi des mutations pour arriver à un certain niveau de performance. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir permettre à nos usagers de pouvoir obtenir le titre de transport qui nous demande en temps réel. Et limiter un peu les temps d'attente pour le traitement de ces dossiers. Et cette informatisation, qui a débuté il y a de cela plus de 3 ans, est arrivée à un certain niveau de performance où nous avons pu créer un logiciel qu'on appelle le nouveau logigramme GPX, qui autorise maintenant les transitaires à faire leurs requêtes juste après les formalités douanières au niveau de l'Union professionnelle d'agréés en douane près des Grands Moulins pour intégrer les informations concernant les immatriculations. Et nous estimons que c'est bien, cet outil nous permet de réduire les délais d'attente et réduire un tant soit peu la lourdeur administrative. Oui, parce qu'il y a beaucoup de plaintes en ce sens. Quand on introduit un dossier au niveau du transport routier, il faut attendre beaucoup de semaines finalement pour avoir accès aux plaques et consorts. Vous êtes sûr que ça va réduire ce délai d'attente là? Raison de plus pour accepter ce nouveau produit, parce que nous estimons que dès l'instant que le véhicule est acheté et par un usager transmis au niveau de l'UPRAD, Union des professionnels agréés en douane, la plateforme est là pour introduire rapidement les données et faire rapidement la requête d'immatriculation qui va parvenir au niveau de la direction des transports routiers ferroviaires pour la suite des formalités. Alors, beaucoup estiment quand même que le service des transports routiers n'est pas à l'abri du phénomène de corruption et de raquettes. Est-ce que cela aura à pallier à tous ces fléaux-là au niveau de votre service? Quand vous prenez ce genre de mesures? Oui, fléau, je dirais non. Mais je dis ce que je pense. C'est que quand il y a beaucoup d'intermédiaires pour consommer un produit, forcément qu'il y aura des frais qui peuvent toutefois se greffer. Et là, nous disons avec ce produit, ce nouvel outil, nous allons réduire les délais d'attente dans le traitement des dossiers et ça permet maintenant à l'usager d'accéder facilement et rapidement à la requête qu'il a formulée pour les immatriculations. Alors, quels sont les avantages réellement de cette réforme que vous êtes en train d'opérer? Pour les acteurs,
nous estimons que c'est une plateforme qui permet une cohérence dans nos actions avec tous nos partenaires. Cette cohérence permet maintenant d'éviter les ratés dans le traitement des dossiers et de voir et situer les responsabilités qui sont les nôtres avec tous les partenaires avec qui nous travaillons et limiter, je vous dis, le délai de traitement de ces dossiers. Voilà là où nous voulons arriver avec le nouveau logiciel. Donc c'est principalement l'avantage, hein, c'est l'avantage principal de cette réforme, limiter le délai. Les délais, je ne dis pas les raquettages, il n'y a pas de raquette. Nous disons que quand il y a beaucoup d'intermédiaires sur la ligne... Votre directeur, M. Agbokbe, s'en est plaint plusieurs fois. Que bon voilà la mutation, je donne juste un exemple, si c'est 25 000 francs CFA, il y a des démarcheurs qui tournent autour de vous dans votre service là-bas qui font cela aux gens à 50 000, 100 000 francs CFA, que ce n'est pas normal. Donc avec cette nouvelle outil, vous nous dites que ça va anéantir tous ces phénomènes-là? Oui, nous pensons que le nouvel outil là nous permet de réduire ces faux frais qui peuvent survenir par rapport au traitement des dossiers. Alors, on a l'habitude de dire également qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Êtes-vous sûr que vos réformes passeront comme une lettre à la poste à tous les niveaux aujourd'hui? Je dis non. Je dis non. Pourquoi? Je dis, hein, pour réussir, il faut une concertation. Oui. Il faut que tous les acteurs qui sont sur la chaîne s'asseyent et interchanger toutes les actions qu'il faut avant de mener les actions. Vous voyez? Alors, quand nous prenons le cas des immatriculations, nous estimons que le client a l'obligation de nous demander de lui donner rapidement le produit qu'il nous demande. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faudrait que tous les acteurs s'asseyent. Et ces acteurs, nous avons discuté avec tous les acteurs. Les transitaires, ceux du Trésor, pour mettre en place ce logigramme. Alors, est-ce que nous sommes à l'abri de la corruption? De la corruption? Je dis oui, nous allons réduire au maximum la corruption et augmenter un peu les recettes de l'État. Alors aujourd'hui au niveau du transport routier, vous ne travaillez qu'avec les acteurs agréés, c'est ça? En dehors de ces acteurs, plus personne d'autre? Les agréés oui. sont nos partenaires, autant que les déclarants en douane qui sont en réel leurs préposés. D'accord. Les agréés en douane sont ceux-là qui ont l'agrément de procéder aux immatriculations des engins. Quand le véhicule est acheté et que toutes les mains sont faites au niveau de l'UPRAD, alors on envoie maintenant le déclarant en douane pour venir terminer les formalités d'immatriculation au niveau du transport routier avec la pose de plaques. Parce que ce que nous observons, pas plus tard que la semaine dernière, on a vu certaines personnes s'agglutiner devant la porte d'entrée du service, de votre service. On les appelle habituellement des démarcheurs. Je ne sais pas si ce sont des déclarants en douane. Ils s'appellent déclarants en douane. Alors, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas collaborer véritablement avec eux finalement? Quand on a mis en place ce nouveau logigramme, le directeur m'a demandé d'aller les inviter pour une séance de concertation, d'explication, de communication. Je suis descendu les chercher et par 2 fois de suite, ils ont refusé de répondre à l'appel du directeur. Ce n'est pas un système. Pourquoi? On n'a pas la raison, puisqu'ils n'ont pas voulu répondre à l'appel. Mais pour nous, c'était de partager sur le nouveau logigramme, d'informer sur toutes les facettes de l'outil et permettre à tous les acteurs maintenant de bien mener maintenant les activités qui sont les nôtres. Alors, avec cette réforme, est-ce que leur boulot autour de vous, là-bas, au niveau du transport routier, n'est pas en train de s'effriter? Pas du tout. Est-ce qu'ils auront accès directement à votre logiciel?
Le logiciel, il est là. Nous l'avons implanté au niveau de la plateforme de l'UPRAD. Et nous avons ouvert encore le palier pour dire, le transitaire qui est capable d'obtenir le matériel qu'il faut, nous allons lui installer le logigramme gratuitement. De son bureau, de son service, il peut faire la requête d'immatriculation qui nous parviendra. Et quand le processus a abouti, au transitaire maintenant d'appeler le déclarant en douane. On m'a donné le numéro, venez prendre le véhicule, passez au transport routier et faites-vous poser la plaque pour que l'usager puisse rentrer dans ses droits. Ça veut dire qu'il y aura plus de paperasse à traîner au niveau du transport routier. Justement. C'est fini. On aurait réduit au maximum les paperasses et les intermédiaires, la fraude qui passe à travers ce flot de papier. Et là, c'est le client qui sort gagnant et c'est le service public qui sera rendu de façon célère et acceptable. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot pour la direction de transport routier, c'est d'appeler tous les acteurs à plus de retenue et nous les convions à des discussions et à des éclaircissements. S'ils le veulent bien, qu'ils passent au transport routier pour plus d'informations. Nous avons voulu ceci depuis le lundi 13, sauf que nos collaborateurs n'avaient pas voulu répondre à l'appel du directeur. Nous sommes prêts. Ce n'est pas un dialogue. En réalité, ce n'est pas un dialogue. Il n'y a pas à dialoguer. C'est pour simplement donner l'information par rapport au nouveau logigramme et les facilités qu'il offre aux acteurs comme aux clients, aux usagers. Voilà. Donc, cette réforme est rentrée en vigueur depuis le 13 décembre dernier. Et elle est en phase d'expérimentation. D'accord. Le 5 janvier, nous allons nous asseoir pour évaluer le nouveau produit, voir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on a ajouté de trop et qu'est-ce qu'il faut faire pour huiler maintenant les immatriculations au niveau des transports routiers. Très bien. Monsieur Tchokossi Badaos, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci, monsieur Eric. Je rappelle juste que vous êtes chef division administrative et comptable de la direction des transports routiers et ferroviaires. Merci d'être passé nous voir ce matin. La clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Alors, notre cher professeur qui nous a rejoint au téléphone, merci d'avoir passé quelques secondes, professeur. Bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est le premier jour, c'est votre première chronique cette semaine. Nous vous écoutons, professeur. Alors, j'ai lu ceci quelque part. L'opposition doit s'assurer que l'heure préalable soit prise en compte avant de rentrer dans des négociations. L'opposition doit s'assurer que l'heure préalable soit prise en compte avant de rentrer dans des négociations. Bon, cette phrase contient 3 emplois fautifs que nous allons immédiatement devoir corriger. D'abord, il faut savoir que le verbe pronominal s'assurer a plusieurs acceptions, n'est-ce pas? Lorsqu'il est employé au sens de vérifier, de se rendre certain de quelque chose, il est suivi d'un verbe et de l'indicatif et non d'un verbe à l'indicatif et non d'un subjonctif. C'est vrai que cette règle est très peu connue de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ce qui, par conséquent, occasionne des fautes de français. Pourquoi? Parce que avec ce verbe s'assurer, dont le sens implique la certitude d'un fait, il est normal d'utiliser l'indicatif qui, je le précise, est le mode de la certitude, du fait accompli, du réel. N'est-ce pas? Le subjonctif, ici, serait contradictoire, car il est, lui, le mode de l'incertitude, de l'hypothèse, du virtuel. Notons que, en plus de la conjonction que, on peut employer s'assurer avec la préposition de, suivie alors d'un nom ou d'un infinitif. Ensuite, dans la phrase, l'heure préalable, l'emploi du pluriel possessif l'heure, L-E-U-R-S, est ici indu, maladroit, incorrect, là par rapport à son antécédent, opposition qui lui est singulier.
et correspond à la troisième personne du singulier et non à la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Enfin, le verbe rentrer, et dont nous avons déjà parlé abondamment, est ici inapproprié. Bon, je ne reviendrai pas sur ce verbe. Donc voici la formulation correcte de la phrase. L'opposition doit s'assurer que ces préalables sont pris en compte avant de s'engager dans les négociations. L'opposition doit s'assurer que ces préalables sont pris en compte avant de s'engager dans les négociations. Une autre phrase. Le procureur de la République devrait s'auto-saisir des affaires de corruption sans attendre que le gouvernement l'initie. Le procureur de la République devrait s'auto-saisir des affaires de corruption sans attendre que le gouvernement l'initie. Bon. Deux incorrections graves dans cette phrase. D'abord, s'auto-saisir. Le préfixe auto jouant ici le même rôle que ce, SE, n'est-ce pas? Dans la forme pronominale, on se gardera de les réunir systématiquement dans un même groupe verbal afin d'éviter un pléonasme vicieux. Ensuite, sans attendre que le gouvernement initie, bon, vous comprenez que c'est une faute de français puisque pendant très longtemps et à chaque fois, nous revenons sur ce verbe initier qui est souvent très très mal employé pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Par conséquent, on dira ceci en bon français. Le procureur de la République devrait se saisir des affaires de corruption sans attendre que le gouvernement lui demande. Ou alors, le procureur de la République devait se saisir des affaires de corruption sans attendre que le gouvernement lui en fasse la demande. Troisième phrase. Oui. Le gouvernement doit rendre des actions appropriées pour éviter le pire. Le gouvernement doit prendre des actions appropriées pour éviter le pire. L'expression prendre des actions n'existe pas en français. Il s'agit là à coup sûr d'un anglicisme, d'un calque malheureux de l'anglais to take action. Qui est traduit littéralement en français, évidemment, ce qui constitue là un emploi fautif. Bon, on pourra en français parler plutôt, selon les contextes, de passer à l'action, de prendre des mesures, d'intervenir, etc. La bonne formulation de la phrase est la suivante. Le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour éviter le pire. Ou le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que la situation empire. Alors, j'en viens immédiatement à la revue de presse. Oui. On m'a envoyé, mais trop tardivement, des extraits de l'interview, de l'entretien qu'a accordé le président de la République au journal, au magazine Jeune Afrique. C'est très long et je n'ai pas eu le temps de faire le nécessaire en ce qui concerne les emplois fautifs. Néanmoins, je vous propose les corrections sur les emplois fautifs relevés dans les journaux aujourd'hui. Yeah. Dans Nouvelle Opinion, c'est un deuxième sommet de la CEDEAO à Abuja. La conférence satisfaite des efforts consentis par le Togo. La conférence satisfaite des efforts consentis par le Togo. La conférence satisfaite, non. En revanche, les conférenciers, les organisateurs, les participants peuvent, eux, être satisfaits, n'est-ce pas? Toujours dans le même journal, Fabre utilise la fibre de division pour saper les efforts du pouvoir. Fabre utilise la fibre de division pour saper les efforts du pouvoir. L'omission de l'article devant division est une faute de français. Je le dis, je le répète à chaque fois. On dira en bon français, Fabre utilise la fibre de la division pour saper les efforts du pouvoir. Dans Togo Matin, dans l'éditorial, il y a ce passage. Madame Jean a cru très à propos de revenir sur la polémique qui court. Il y a une erreur, court ici avec S, il s'agit du verbe courir, n'est-ce pas? À la troisième personne, ce verbe prend T au indicatif du présent. Et puis voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, professeur, merci quand même d'avoir été disponible pour nous ce matin. Je vous en prie, bon début de semaine à tout le monde. Allez, bonne journée, professeur. Allez, au revoir.
Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Résultat enregistré pour le championnat national de football de première division sur l'ensemble des stades en compétition. Hier, on jouait la 7e journée. Dito et Bikenti ont fait jeu égal 2 buts partout. Agaza et Fouadan ont fait également jeu égal 0-0. 0-0 entre Ange et Unisport. Omaou Semassi prenait le meilleur sur l'AS Togoport 1-0, 3 buts à 2 pour ASK devant AS OTR. Maranata a été corrigé à Chamba par Koroki. 2 buts à 1 pour Asco en déplacement à Lavier devant Kotoko. Et puis à Palimé, Gomido a battu Espoir de Zio, 2 buts à 1. Le classement à l'issue de cette 7e journée, le voici. Koroki est premier avec 17 points. Semassi est deuxième avec 16 points. Troisième AS Togoport 15 points. 4e Dito 14 points. Gomido est 5e avec 13 points. Asco de Kara est 6e avec 13 points également. 7e Bikenti 12 points. 11 points pour Asco qui est 8e. Agaza 9e 10 points. 10e ASOTR 7 points. 11e Maranata 6 points. Et 12e Unisport 5 points. Fouadan est 13e avec 5 points. 5 points également pour Ange qui occupe la 14e position. 15e Espoir avec 4 points. Et Kotoko de Lavier est 16e avec 2 petits points. Je vous avais promis quand même quelques séquences de l'entretien du chef de l'État avec notre confrère Jeune Afrique. On aura l'occasion, je vous le promets, à 11h de revenir plus largement là-dessus. Mais il y a eu beaucoup de questions posées au président de la République, donc notamment sur la question du dialogue. 9 mesures, non, on dit dialogue ou conférence nationale bis sur la prochaine discussion. Il répond dialogue, tout le dialogue, rien que le dialogue, il n'y aura pas de conférence. Alors, une autre question, le référendum aura-t-il vraiment lieu? Il répond, nous y sommes tenus. C'est une disposition constitutionnelle, il y aura lieu après le dialogue. Alors, quand s'ouvrira celui-ci, il répond très rapidement en ce qui concerne sa phase préparatoire avant les fêtes de fin d'année. Et voilà qui nous situe sur les prochaines discussions politiques. Nous reviendrons plus largement sur la position du chef de l'État Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020 ou pas. On va en parler. Merci beaucoup à tous les confrères qui ont participé à la réalisation du magazine de ce matin. Médard Amédépé, Tchakala Alirou, Dieudonné Kodolakina, Olivier Adja et Aubin Koutélé. Merci également à notre professeur Cyr. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a réalisé le magazine de ce matin. Juste après nous, vous le retrouverez, bien entendu, pour la suite et la fin de la matinale. Ça aura lieu, c'est ça? Très bien. Alors, à 9h, la salle de rédaction avec le bulletin d'information. Et puis à 9h10, Joël Roniglo vous retrouvera pour les informations en EV. Nous autres, on vous retrouvera un peu plus tard à 11h avec les confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. Passez une excellente journée. Appelez-moi Eric Gator. À bientôt. Taxi FM 93.1